soir, on a le plaisir d'accueillir Olivier Darrigol, qui est historien des sciences, historien de la physique, qui a été physicien et qui travaille au RECEIS à Paris, et qui va nous parler ce soir des origines électrodynamiques de la relativité. Bon, bien, on va commencer sur les chapeaux de roue. Voici la page titre donc, de l'article d'Einstein dont nous fêtons le centenaire aujourd'hui. Et je ne vous demande pas de lire cette introduction, mais seulement de noter le titre et puis quelques caractéristiques de l'article que je vais résumer. Donc, en français, ça donne sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Alors, vous notez tout de suite que ce n'est pas le titre, il n'y a pas relativité, donc relativité restreinte. Et si l'on regarde la structure de l'article, il y a la partie dite cinématique par Einstein lui-même, où on a tout le discours connu de fondateur sur la relativité, avec les deux principes fondamentaux de relativité, le principe de constance de la vitesse de la lumière, et puis la dérivation de conséquences de ces deux principes, donc les transformations de Lorentz, puis les conséquences sur la dilatation du temps et la contraction des longueurs. Donc là, c'est la partie purement cinématique qui est la plus connue de l'article. Mais en fait, une grosse partie de l'article est consacrée à des applications, à l'électrodynamique des corps en mouvement et à l'optique des corps en mouvement, considérée à cette époque comme une partie de l'électrodynamique des corps en mouvement. Alors, entre autres, il démontre l'invariance des équations de Maxwell, et puis il y a des choses sur l'optique des corps en mouvement, aussi sur la dynamique relativiste. Et dans un autre article ultérieur, vous avez évidemment l'inertie de l'énergie, E égale mc2, un peu plus tard. Alors, ce que je voulais souligner sur cet article, c'est que, seulement en regardant l'article, on a déjà l'idée que, très probablement, la motivation d'Einstein, quand il a introduit cette nouvelle cinématique, c'était de résoudre des problèmes techniques de l'électrodynamique des corps en mouvement, telle qu'elle existait à l'époque. Alors, donc, une hypothèse de départ que peut faire l'historien, c'est que c'est le contexte le plus pertinent et d'aller chercher ce qui s'est passé dans les années antérieures dans ce domaine. Alors, cette hypothèse, en fait, c'est une bonne hypothèse, puisqu'on va se rendre compte, j'espère vous montrer, qu'effectivement, c'est bien le contexte principal, avec quelques excursions nécessaires, peut-être des moments importants de cette histoire, mais c'est quand même, on comprend beaucoup de choses si l'on se situe à l'intérieur de ce contexte. Alors, l'électrodynamique des corps en mouvement, les problèmes les plus simples, ce sont des problèmes de courants, de conducteurs ou d'aimants qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres, comme vous l'avez ça dans des dynamos ou dans des moteurs électriques. Donc, quelque chose qui est aussi très technique, mais donc c'est le fond des problèmes qui motive en fait cette intervention d'Einstein et d'autres à cette époque-là. Alors, donc je vais vous retracer un peu l'histoire, dire un peu d'histoire d'électrodynamique qui sera pertinent pour comprendre ces avancées sur la théorie de la relativité. Et je vais commencer assez tôt, mais je vais remonter quand même pas jusqu'à Ampère, qui a forgé le mot électrodynamique. Je remonte seulement à Maxwell, et je remonte à Maxwell, au traité de Maxwell de 1873. Je suis un peu obligé de le faire, si vous voulez, parce qu'il faut d'abord que je vous montre que la théorie de Maxwell, c'était pas du tout ce qu'on a... Enfin, ça l'était quand même un peu, il ne faut pas exagérer, mais disons que c'était très différent de ce qu'on appelle aujourd'hui théorie de Maxwell. Et donc, pour comprendre, si vous voulez, ce qui s'est passé de Maxwell à Einstein, il est essentiel de savoir que le point de départ n'est pas ce qu'on croirait naïvement aujourd'hui quand on connaît la théorie de Maxwell, si on la connaît. Alors, une différence évidente, la première différence, c'est que Maxwell, comme l'immense majorité des physiciens du XIXe siècle, était persuadé de l'existence d'un milieu de propagation pour les phénomènes lumineux et électriques et magnétiques, qui est l'éther, qui considérait comme aussi réel que les corps matériels, donc vraiment quelque chose dont ils étaient persuadés. Et l'autre point important, c'est que l'éther et la matière sont vraiment traités depuis Faraday, en fait, par Maxwell, de façon tout à fait parallèle, sur la même pied et de façon macroscopique. C'est une théorie macroscopique, phénoménologique. Il n'y a pas du tout de corpuscule là-dedans. Et on a des équations, donc peu importe si vous ne les comprenez pas dans le détail, mais on a des équations qui régissent donc, les états de l'éther, qui sont des champs.
Et ces équations font intervenir certains paramètres, epsilon et mu, qui prennent des valeurs différentes suivant qu'on est dans l'éther pur, sans matière, ou suivant qu'il y a aussi de la matière. Mais tout est homogène, si vous voulez. On passe de l'éther à la matière de façon homogène. Et cela implique, entre autres, et ça c'est une chose importante pour la suite de l'histoire, c'est que ces deux milieux, l'éther et la matière, en fait, ils se meuvent simultanément. C'est-à-dire, si la matière se meut, elle entraîne l'éther avec elle. L'éther qui est situé à son intérieur et aussi peut-être un peu au voisinage. Donc, on a un entraînement qu'on appelle un entraînement total de l'éther spontanément dans cette théorie électromagnétique. Alors, un autre aspect qui est relativement moins important pour le reste de mon histoire, mais enfin qui est fondamental chez Maxwell, c'est que pour lui, contrairement au point de vue moderne, si vous voulez, les charges ρ et le courant J, ce sont des concepts dérivés du concept de champ. Le champ est le concept le plus primitif et on en déduit tous les autres champs. Il n'y a pas des sources indépendantes, si vous voulez, structurellement. Alors, il y a quand même une chose qui n'a vraiment pas changé. Alors, mis à part certains aspects des équations qui n'ont pas changé aussi, mais c'est que l'optique qui est réduite par Maxwell, comme vous le savez, à l'électromagnétisme. Et il montre donc, en combinant ces équations, on obtient les équations de propagation avec une vitesse de propagation qui dépend des paramètres électriques epsilon et mu. Et la valeur qui est donnée, qu'on calcule par cette formule, correspond bien à la vitesse de la lumière. Et Maxwell pensait donc avoir trouvé comme ça une bonne théorie de la lumière. Bon, voilà quelques, je ne sais pas si c'est des rappels ou des remarques sur la nature de la théorie de Maxwell. Et je passe tout de suite, un peu ce qui est l'histoire ultérieure de cette théorie. Alors d'abord, il faut savoir que la théorie de Maxwell, elle n'a pas eu un succès immédiat. Ça a pris un certain temps pour qu'on s'y intéresse, même en Grande-Bretagne. Et en fait, même avec le recul, disons, si on regarde ce qui se passe 20 années plus tard, disons, après la publication du traité, on constate que c'est une théorie qui a certains succès, mais qui a aussi des difficultés. Il y a les deux. Alors, les succès, d'abord, de plus en plus de physiciens sont convaincus, effectivement, que la théorie électromagnétique de l'optique est meilleure que les anciennes théories de l'optique, qui étaient fondées sur l'idée d'un solide élastique, une théorie ondulatoire fondée. Alors, ça c'est un premier succès. Et l'autre succès, le plus spectaculaire, et c'est ce succès-là qui va assurer la conversion d'un très grand nombre de physiciens à la théorie de Maxwell, ce sont les expériences de Hertz de 87-88 qui démontrent la possibilité de créer des ondes électromagnétiques par des moyens électriques, avec un oscillateur électrique. Alors, curieusement, c'est l'un des succès de cette théorie, justement, qui est aussi qui entraîne ces difficultés, c'est-à-dire la théorie électromagnétique de la lumière, en fait, amène avec elle des difficultés dont Maxwell était lui-même bien conscient. En fait, cette théorie est en effet, la théorie de Maxwell de la lumière, cette théorie de la lumière est une théorie grossière qui est lue des phénomènes optiques bien connus, comme la dispersion, rien moins que la dispersion, c'est-à-dire le fait que la réfraction de la lumière dépend de sa fréquence. Et donc, la dispersion, il n'y a pas de théorie de la dispersion chez Maxwell. Et il y a aussi les problèmes avec les phénomènes magnéto-optiques. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ce sont les difficultés que rencontre la théorie dans le domaine de l'optique des corps en mouvement. Alors, une première simplification, c'est de dire que pour Maxwell et ses successeurs, Heaviside et Hertz en particulier, on a vu que l'éther était complètement entraîné par la matière, qui sont compris en gros comme un seul et même milieu, avec plus ou moins de matière dedans, quoi. Alors que dans le domaine de l'optique, en fait, la théorie qui était apparue la première pour l'optique des corps en mouvement est la théorie de Fresnel, pour laquelle l'éther est stationnaire, c'est-à-dire que, en particulier, la Terre se meut à travers l'éther sans aucunement le déplacer. Alors, donc, il y a une espèce de contradiction, si vous voulez, entre l'électrodynamique des corps en mouvement suivant maxwellienne et l'optique des corps en mouvement reçue. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, vous allez voir. Et pour ça, je vais faire un petit flashback sur l'optique des corps en mouvement, dont je pense que mon collègue Jean-Régent peut-être a dû vous parler plus savamment que je vais le faire aujourd'hui. Il me corrigera si je raconte s'il y a des erreurs dans mon exposé. Optique des corps en mouvement. Donc, je vous rappelle, dans une lettre de Fresnel à Arago, sur le boulevard duquel nous nous trouvons à l'heure actuelle,
en 1818. Donc Fresnel propose d'expliquer dans le cadre de sa théorie ondulatoire le phénomène de l'aberration des étoiles par l'hypothèse d'un éther rigoureusement stationnaire. Alors bon, l'aberration des étoiles, je vous rappelle ce que c'est. Bon, c'est le fait que la direction apparente des étoiles dans le ciel est en fait affectée par le mouvement de la Terre. Et pour trouver cette direction apparente, il faut composer vectoriellement le vecteur vitesse réel de la lumière avec le vecteur vitesse de la Terre. Et on obtient ainsi une légère déviation du vecteur vitesse qui correspond à cette aberration qui tourne suivant la période annuelle de rotation de la Terre. Bon, alors, cette aberration des étoiles, en fait, dans le cas de la théorie ondulatoire, on l'explique très facilement. Le fait qu'il fasse ajouter vectoriellement à ces deux vitesses, eh bien, on l'explique tout simplement en admettant que l'éther est stationnaire. Le problème, si l'éther est stationnaire, c'est que ça veut dire, du point de vue d'un observateur terrestre, vous voulez, qu'il y a un vent d'éther à une vitesse assez considérable, de l'ordre de 30 km par seconde, quelque chose comme ça. Donc on a un vent d'éther considérable, et en fait, on s'attend à ce que les lois de la réfraction soient modifiées, parce qu'en fait, les ondes sont entraînées par ce vent, et les lois de la réfraction soient modifiées par ce vent. Et bon, là, j'ai une figure qui montre un peu comment ça se passe, mais je ne vais pas expliquer dans les détails. Et bon, et alors, en fait, on trouve que les lois de réfraction sont tout simplement violées si on suppose que l'éther est vraiment stationnaire partout. Alors, ce que va remarquer Fresnel, c'est que si l'on suppose que l'éther, dans les corps denses, dans les milieux transparents en particulier, est partiellement entraîné par la matière, avec un coefficient d'entraînement bien choisi, eh bien, donc à ce moment-là, on constate qu'on sauve les lois de la réfraction pour un observateur terrestre, les lois de Descartes, Snell-Descartes. Et alors le coefficient qu'il faut prendre, eh bien, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Fresnel, c'est 1 moins 1 sur N2, où N, c'est l'indice optique de la substance. Alors, si c'est de l'air, c'est très peu entraîné, mais si c'est du verre, où on a un indice donc, qui diffère substantiellement de l'unité, à ce moment-là, on a un entraînement assez considérable. Bon, alors, donc, dans cette théorie-là, disons que Fresnel, en fait, dans ce cadre-là, arrivait à expliquer, si vous voulez, les phénomènes les plus importants de l'optique des corps en mouvement dans ces hypothèses-là. Ce n'est pas la seule théorie qui va être utilisée au XIXe siècle. Pardon. En 1945, Stokes propose une autre théorie. Alors, il trouvait que les hypothèses de Fresnel étaient trop fantastiques. Si vous voulez, le fait qu'un corps aussi gros que la Terre puisse, comme ça, circuler dans les terres sans aucunement le perturber, ça semblait tout à fait fantastique. Et donc, lui, il va proposer, au contraire, que l'éther est totalement entraîné par la matière, entre autres au voisinage de la Terre, il n'y a pas de vent d'éther, parce que, tout simplement, l'éther, il suit le mouvement de la Terre. Il suit la Terre dans son mouvement près de la Terre. Bon, et puis si on regarde plus loin, naturellement, il va y avoir un écoulement de l'éther. Et cet écoulement, il suppose que c'est un écoulement d'un fluide incompressible et en plus irrotationnel. Alors pourquoi tout ça? Bon, alors d'abord, si l'éther est totalement entraîné par la matière, ça implique qu'il n'y a pas de vent d'éther, donc ça implique que toutes les expériences d'optique qu'on puisse faire sur Terre, elles se passeront exactement de la même façon que si la Terre n'avait pas de mouvement par rapport à l'éther. Il n'y a pas de vent d'éther. Il n'y a pas de vent d'éther. Donc on explique le second point, ici qu'a expliqué Fresnel. Alors le fait que l'écoulement soit irrotationnel, ça a eu la vertu de maintenir l'explication de l'aberration, en fait, parce qu'il se trouve que dans un écoulement irrotationnel, la trajectoire des rayons lumineux, eh bien, elle reste la même que s'il n'y avait pas d'écoulement du tout. Il n'y a pas de déviation supplémentaire des rayons lumineux. Donc, on peut en maintenir, on a encore une explication de l'aberration. Bon, voilà, alors une autre théorie donc, qui rencontre les mêmes phénomènes proposés par Stokes. Alors, en principe, on a une expérience cruciale qui permet de décider en 1951 entre ces deux théories. C'est l'expérience de Hippolyte Fizeau de 50-51, où il fait, je ne sais plus où j'ai mis mon transparent, qui était... Bon, alors voilà l'expérience de Merci de Fizeau. Et donc cette expérience, en fait, elle cherche à vérifier l'existence de l'entraînement de Fresnel, de l'entraînement des ondes, l'entraînement de l'éther, l'entraînement des ondes. Donc simplement, vous avez un faisceau lumineux qui est avec une lame semi-réfléchissante, puis enfin vous le divisez en deux, ce faisceau lumineux,
Et vous lui faites parcours. Il y a deux parcours possibles. Il y a un parcours dans le sens des aiguilles de montre et le parcours dans le sens contraire des aiguilles de montre. Dans le premier parcours, la lumière se propage toujours en sens inverse de la vitesse d'écoulement de l'eau. Vous voyez, de l'eau qui s'écoule dans ce tuyau-là. Et dans l'autre, c'est le contraire pour l'autre parcours possible. Puis après, on fait réinterférer les deux faisceaux. Et en regardant le déplacement des franges d'interférence, on peut mesurer ainsi l'effet de retard qui est dû au coefficient d'entraînement qu'on mesure ainsi. Donc on vérifie en fait qu'il y a bien un entraînement et Fizeau pensait donc avoir vérifié quantitativement la valeur du coefficient de Fresnel pour l'eau. Alors, bon, sur le papier, l'expérience, si vous voulez, en principe, est convaincante. Mais le fait est qu'elle n'a pas été, enfin ma connaissance, elle n'a pas été vraiment répétée à cette époque-là, pas d'expérience similaire. Et les Britanniques ont continué d'en douter. Maxwell, jusqu'à la fin de sa mort, en fait, n'attribue pas une grande importance à cette expérience. Il est resté sceptique, il n'avait pas d'opinion déterminée sur la question. Et en fait, en Angleterre, on a continué à préférer la théorie de Stokes pendant longtemps. Et puis, évidemment, sur le continent, on préférait la théorie de Fresnel l'expérience de Fizeau. Alors, situation qui perdure jusqu'à dans les années 80. Alors, il se trouve qu'autour des années 1880, un peu avant, les années 70, il y a de nombreuses expériences d'optique, entre autres en France avec Mascart, qui montrent l'absence d'effet du vent des terres au premier ordre en U sur C, U la vitesse de la Terre, toujours. Mais bon, ces expériences, certes, elles sont importantes pour la suite de notre histoire. Ce sont parmi celles qui suggèrent le principe de relativité. Mais elles ne permettent pas, en tout cas, de trancher entre les deux théories qu'on a de l'éther à l'époque, les deux théories candidates, théorie de Fresnel et théorie de Stokes, parce que les deux les expliquent aussi bien, en fait. Alors, je passe tout de suite maintenant à une étape importante ultérieure de cette histoire, c'est la théorie de Lorentz, bon, en fait, qui commence un peu plus tôt que 1892, mais il y a un mémoire important en 1892, alors c'est le physicien néerlandais, Hendrik Lorentz, qui va être donc le premier à sortir radicalement du cadre maxwellien initial. Il va vraiment modifier profondément la théorie de Maxwell, et d'une façon qui va lui permettre de mieux aborder les problèmes de l'optique des corps en mouvement, donc qui résistaient auparavant à cette théorie. Alors, ce n'est pas d'ailleurs sa première motivation, mais enfin, toujours est-il qu'il introduit, donc lui, ce qu'il va faire, donc, contrairement à Maxwell, c'est qu'il va avoir vraiment une théorie microphysique, où on regarde à l'échelle microscopique ce que sont les charges et le courant, qui sont interprétés donc, comme des accumulations et des circulations d'ions. Après, ça deviendra des électrons, quand les électrons sont découverts. Et tout cela se meut, enfin ces ions, ces électrons, ils se meuvent à travers un éther qui est strictement stationnaire, comme l'éther de Fresnel. Pourquoi stationnaire? C'est tout simplement parce qu'on peut imaginer de plus simple. Et puis pour faire des calculs, c'est mieux d'avoir un milieu au repos, des milieux de propagation au repos, que des milieux au mouvement. C'est beaucoup plus simple. En fait, au départ, c'est par simplicité. C'est pour que Lorentz fait cette hypothèse. Alors, il garde quand même quelque chose des équations de Maxwell. Il garde les équations de Maxwell, en grosso modo, mais il les applique, lui, à l'échelle microscopique, à l'échelle des électrons. Alors, l'un des succès spectaculaires de Lorentz dans cette théorie, c'est qu'il va réussir à donner la première théorie, en fait, une vraiment théorie un peu satisfaisante du coefficient de Fresnel. Et dans le cadre d'une théorie de l'éther qui est même pas partiellement entraînée, c'est un éther qui est rigoureusement stationnaire. Et la façon dont il explique, c'est tout simplement de dire, bon, quand vous avez une onde incidente qui arrive sur un milieu transparent, les électrons de ce milieu transparent se mettent en vibration, en mouvement. Ils réémettent des ondes, donc on a un phénomène compliqué. Il calcule tout ça dans les détails et il calcule l'onde résultante de la superposition des ondes secondaires et de l'onde primaire, et il montre que cette onde, bon, d'abord, il y a le phénomène de dispersion qui fait que sa vitesse est plus lente dans les milieux denses que dans l'éther, mais en plus, il y a l'effet d'entraînement de Fresnel qu'il retrouve si le corps se meut à travers l'éther. Donc, il y a cette très belle théorie du coefficient de Fresnel proposée à cette époque-là. Par ailleurs, il prouve, d'une manière que je vais préciser un peu plus loin, il prouve en général l'absence d'effet du mouvement de la Terre sur les expériences d'optique terrestre au premier ordre. On aura toujours dans la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Alors,
Donc, en fait, il arrive... Et puis bon, il y a aussi, dans cette théorie, il explique quantité de choses, le magnétisme, etc. C'est une théorie vraiment qui comprend tous les phénomènes de l'électricité et l'optique. C'est une théorie très englobante et très efficace, qu'il élabore ainsi. Alors, il y a quand même un os. C'est la fameuse expérience de Michelson et de Morley, de 1887. Alors, cette expérience avait été imaginée, en fait, en 81-82 par Michelson, pour... c'était une expérience qui permettait, selon lui, de trancher entre les deux versions de théorie de l'éther que j'ai mentionné auparavant, c'est-à-dire l'éther stationnaire et un éther entraîné, de l'éther de Stokes, si vous voulez, entraîné par un... Alors, l'expérience, enfin, je pense que vous en avez presque tous entendu parler, sûrement. Donc ça c'est une photo. Donc vous avez une pierre tombale sur un banc de mercure, quelque chose de bien stable. Et puis, enfin, on ne le dit pas, mais c'était une pierre tombale. En général, là, c'est marqué plus pudiquement table de granit. Mais, donc, bon, vous connaissez peut-être tous le dispositif. Donc, vous avez un faisceau incident qui est partagé par une lame réfléchissante. Donc, il peut avoir deux parcours possibles qui sont orthogonaux l'un à l'autre, hein, et deux allers-retours dans les directions orthogonales. On recombine, on fait des interférences, on regarde les placements éventuels des franges d'interférence, et on en est ce qu'on mesure ainsi, si vous voulez, c'est la différence des parcours dans les deux bras, des longueurs des parcours, ou la différence, si vous préférez, de la vitesse de la lumière dans des directions orthogonales. Alors, il est clair que si l'éther est totalement entraîné, il n'y a pas de vent d'éther dans la théorie de Stokes, donc on doit trouver un résultat négatif. Dans le cas d'un éther stationnaire, bon, si on se place dans le repère de l'éther, il est clair que le parcours lumineux dans la direction orthogonale va être plus long que dans la direction longitudinale. Et il y a un rapport racine de 1 moins U2 sur C2 entre les deux. Et donc on doit avoir en fait une valeur qui est détectable en principe par l'interféromètre de Michelson et Morley. Alors il trouve un résultat négatif. Conclusion, c'est la théorie de Stokes qui a raison. C'est la conclusion de Michelson. C'est pas ce que va penser Lorentz. Alors, je reviens à Lorentz. Lorentz n'est pas ébranlé. En fait, il avait déjà trouvé des raisons fondamentales. Il y a des incohérences en fait à l'intérieur que je passe dessus, ce qu'il avait détecté dans la théorie de Stokes. Donc, il n'y croyait pas. Et puis, par ailleurs, sa théorie était tellement puissante à bien des écarts qu'il est persuadé qu'il fallait intégrer ce résultat de Michelson-Morley dans sa propre théorie. Ce qu'il fait avec un certain succès. Alors, comme vous l'avez sans doute presque tous entendu dire, bon, il va simplement faire l'hypothèse que le bras longitudinal de l'interféromètre, c'est-à-dire celui qui se déplace parallèlement au mouvement de la Terre à travers l'éther, eh bien, que ce bras-là se contracte dans le rapport racine de 1 moins U2 sur C2, et cette contraction compense exactement la différence et les différences de parcours, le rapport des parcours lumineux dans les deux bras. Et donc, on n'a pas de déplacement des franges si on a cette contraction. Alors, on dit toujours, ou souvent, que c'est une hypothèse ad hoc. En réalité, ça ne l'était pas vraiment pour Lorentz, car Lorentz va trouver une justification très plausible de cette contraction. Il montre que si les forces, disons, qui sont responsables de la cohésion et des dimensions au repos, disons, d'un solide, les forces moléculaires, eh bien, si ces forces moléculaires sont électromagnétiques ou de nature quasi-électromagnétique, en un sens qu'il faudrait préciser, hein, mais eh bien, à ce moment-là, on peut montrer que les équations de Maxwell-Lorentz, les équations fondamentales, impliquent cette contraction. Elles résultent de la théorie. Ce n'est pas du tout une hypothèse ad hoc. Bon. Alors donc, vous voyez que cette théorie-là, bon, évidemment, si on la regarde d'un point de vue moderne, on peut trouver que c'est plus compliqué que ce qu'on ferait aujourd'hui pour les mêmes choses, mais c'est quand même une théorie qui fonctionne bien dans l'ensemble, qui est assez cohérente et satisfaisante. Alors, il y a un aspect intéressant de cette théorie, et qui est crucial, en fait, pour la suite de l'histoire, c'est l'aspect plus mathématique, dont je suis obligé de dire quelques mots de cette théorie, l'aspect physico-mathématique et mathématique. C'est comment, en fait, techniquement, comment est-ce que Lorentz va arriver à démontrer, je vous l'ai dit, qu'il arrivait à démontrer le fait que toutes les expériences d'optique du premier ordre terrestre étaient insensibles au vent d'éther. Comment il le démontre? Eh bien, alors la stratégie typique de Lorentz, c'est de dire, voilà, j'écris d'abord les équations de Maxwell-Lorentz dans le repère de l'éther, et après, je vais... Bon, c'est là qu'elles sont fondamentalement valides, parce que de son point de vue, ce sont des équations qui décrivent les états de l'éther. Donc, ça a un sens, vraiment, ces équations, quand on se place dans un repère lié à l'éther.
Alors, naturellement, on s'intéresse... bon, alors, d'abord, je fais remarquer que si vous combinez ces équations dans ce repère-là, on fait apparaître un opérateur d'onde qui est caractéristique du phénomène de propagation d'onde à la vitesse c. Alors, Lorentz, il s'intéresse naturellement à ce qui se passe pour des observateurs terrestres, pas des observateurs qui sont en repos par rapport à la Terre. Donc, il va faire une transformation de Galilée, tout simplement. X' égale X moins UT. Il fait cette transformation. Et s'il fait cette transformation, ben, l'opérateur d'onde, il devient un peu compliqué. Là, vous voyez, il a des équations, on est un peu embarrassé pour les résoudre. Parce que naturellement, les conditions aux limites dans les problèmes d'optique, elles sont fixées dans un repère en mouvement, qui est le repère de la Terre. Donc il faut pouvoir résoudre ces équations dans ce repère. On est embêté. Mais alors Lorentz, à ce moment-là, il a une astuce mathématique, c'est-à-dire qu'il remarque que si l'on fait un changement nouveau changement de variable, on pose t' égale t moins ux' sur ces deux. Miracle, vous retombez au premier ordre, mais de toute façon, tous ces arguments sont au premier ordre, là. On retombe sur le même opérateur que l'opérateur de départ, ici, qu'on avait dans le repère de l'éther. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que ce changement de variable peut permettre de vous ramener à des équations que vous savez déjà résoudre, des équations d'onde ordinaires. Alors, plus... généralement, en fait, les transformations de Lorentz, donc au premier ordre, qu'il utilise, sont des transformations qui laissent invariantes au premier ordre les équations de Maxwell-Lorentz, et elles font intervenir donc, ces changements de coordonnées d'espace et de temps, ici, et des changements des variables de champ, ici aussi. Alors, maintenant, il faut bien se garder de donner une interprétation moderne à ces transformations, parce que, surtout pas celle qu'on donne aujourd'hui en la relativité, parce que ce n'est absolument pas ce que fait Lorentz. Pour Lorentz, il faut insister sur le fait que ces nouvelles variables, entre autres la variable t', ce qu'il appelle le temps local, parce qu'il dépend du lieu, comme vous voyez, il dépend de l'abscisse x, ici, eh bien, ce temps local, ça n'est qu'une fiction commode, donc c'est un changement de variable, comme en font les mathématiciens quand ils savent pas résoudre une équation, pour se ramener à une équation soluble. Ça n'est rien de plus. Et alors vous allez me dire, mais il y a bien quand même une manière de raccorder cette propriété d'invariance des équations à l'invariance des phénomènes optiques. Le fait que les phénomènes optiques, au premier ordre, ne dépendent pas du vent d'éther. Comment fait-il? Ben là, c'est assez compliqué. Malheureusement, je ne peux pas vous l'expliquer en deux mots. Et c'est justement ce qui fait un peu la faiblesse de la théorie de Lorentz, par rapport aux théories ultérieures, c'est qu'il a une démarche assez complexe, mais qui consiste toujours à se ramener à celui qui sont les vraies grandeurs physiques, qui sont les grandeurs définies dans le repère lié à l'éther. Donc son raisonnement, son interprétation des solutions qu'il obtient à divers problèmes d'optique, si vous voulez, doit toujours revenir en fait dans les variables non primées, ici ces variables primées n'étant jamais que des intermédiaires de calcul. Mais bon, je ne vous donne pas, là j'avais pu expliquer un peu plus, je ne vais pas passer le temps là-dessus, mais de toute façon c'est tout à fait obsolète et c'est assez difficile en fait pour un lecteur moderne de rentrer dans le cadre de pensée de Lorentz. Alors, la plupart des commentateurs se sont fourvoyés en fait sur la signification réelle de ce que Lorentz appelle les états correspondants, enfin, dans sa technique, dans sa terminologie, qui correspondent à ces transformations de Lorentz. Et parce que justement, on a tendance à les lire d'une façon rétrospective qui est fausse, qui n'est pas le point de vue de Lorentz. Bon, alors je passe. Maintenant, une autre grande étape de cette histoire, c'est la critique faite en 1900, Poincaré, de cette théorie de Lorentz. Alors, bon, il faut savoir qu'à cette date-là, la théorie de Lorentz était vraiment imposée. C'est-à-dire les plus grands spécialistes de l'électrodynamique de l'époque s'accordaient à dire que cette théorie de Lorentz était vraiment la meilleure dont on disposait, et elle embrassait tous les phénomènes connus de l'époque, pratiquement. Enfin, dans le domaine de l'électromagnétisme, bien sûr, et de l'optique. Alors, Poincaré le savait bien, et il enseignait en fait les théories de l'optique à la Sorbonne et de l'électromagnétisme depuis un certain temps déjà. Et donc, bon, il avait, dans ses dernières leçons, enfin, avant 1900, il avait abordé la théorie de Lorentz. Il avait, comme tout le monde, constaté que c'était la meilleure, selon ses propres propos, la meilleure théorie dont on disposait. Mais il a des critiques fondamentales à formuler à cette théorie en 1900. C'est assez curieux d'ailleurs, c'est dans un volume jubilaire, donc adressé pour le jubilé de Lorentz. Et en fait, qu'est-ce qu'il donne en cadeau à Lorentz? Des critiques assez sévères de sa théorie. Formulées de façon esquissement diplomatique, mais tout de même, ce sont des critiques.
Alors, d'où viennent ces critiques? Alors, d'abord, du scepticisme fondamental de Poincaré quant à la réalité physique de l'éther. Alors, c'est un scepticisme qui est formulé dès les leçons la préface, en fait, aux leçons d'optique, les premières leçons d'optique de Poincaré. Et déjà, il signalait, donc, à cette époque-là, que l'éther, eh bien, finalement, peut-être, que ça n'était jamais d'autre une sorte de métaphore commode, si vous voulez, pour expliquer les phénomènes, décrire les phénomènes de propagation, par analogie avec les phénomènes de propagation d'ondes en acoustique ou des ondes en hydrodynamique, ce que vous voulez. Et mais qui n'avait aucune raison de prendre ça à la lettre, selon lui, et il pariait même qu'un jour ou l'autre, la physique se débarrasserait du concept d'éther. On verra qu'en fait, lui-même, il ne s'en débarrassera jamais complètement, mais il n'en reste pas moins que pour lui, l'éther, ça ne sera que quelque chose de très éthéré, pour le coup, un concept très éthéré. C'est-à-dire que pour lui, quand on parle de vent d'éther, à l'époque, pour lui, c'est certainement pas un vent au sens ordinaire du terme, c'est un vent qui ne peut avoir des effets que bien limités, et certainement pas, il ne peut pas modifier, disons, les phénomènes comme le pensaient la plupart des gens, a priori. Et donc, il pensait en fait qu'il devait y avoir une absence totale et exacte d'effet du vent d'éther. Ce n'était pas du tout un corps matériel comme les autres, donc pas d'effet de vent d'éther, ce qui revient à dire, en fait, qu'il adopte le principe de relativité au sens moderne du terme, c'est-à-dire comprenant, si vous voulez, l'exclusion de l'éther en tant que corps de référence dans la formulation du mouvement relatif. Donc pas d'effet du vent d'éther. Alors, au nom de ce principe de relativité, qu'il est le premier et seul à formuler, à cette époque, il faut insister que personne, en fait, à ma connaissance, ne croit à une absence totale d'effet du vent d'éther au moment où, dans la fin du siècle, où Poincaré, après il va y avoir plusieurs personnes au début du siècle, mais là, il est vraiment le pionnier sur ce terrain-là, à formuler, disons, dans l'ensemble de la physique. Il croit vraiment à l'exactitude de ce principe de relativité. Alors, au nom de ce principe, il va critiquer la théorie de Lorentz en disant qu'elle n'obtient en fait qu'approximativement la relativité et par une série de coups de soupe, de pouces, pas de coups de louche non plus. Donc, les coups de pouce, c'est d'abord l'introduction du temps local au premier ordre, après la contraction de Lorentz au second ordre, et que sais-je aux ordres suivants. Donc, ça ne lui plaît pas trop, il n'a rien de mieux à proposer à ce moment-là, mais bon, il critique cet aspect de la théorie. Et puis, de façon plus positive, il va proposer une interprétation physique qui est vraiment nouvelle, même s'il ne la présente pas trop comme nouvelle, curieusement. Mais il propose une interprétation physique des transformations de Lorentz qu'on n'avait pas chez Lorentz. Je vous rappelle que pour Lorentz, les transformations de Lorentz, ça vous donne des variables qui sont fictives dans l'interprétation physique. Même pas pour Poincaré. Poincaré remarque d'abord, alors ça, la première remarque est assez évidente, c'est que le champ E' que vous avez là, c'est évidemment le champ qui est mesuré par un observateur qui mesure les champs avec des charges unités, des charges test, unités, des charges d'épreuve, unités, si vous voulez. Il regarde la force qui agit sur une charge d'épreuve. Si cette charge d'épreuve, elle se meut, elle suit le mouvement de la Terre, elle est liée à la Terre, et bien la formule de la force de Lorentz vous dit que la force qui s'applique, c'est justement E plus U sur C vectoriel B. Donc, c'est le E', en fait, c'est ça. Et donc, le E' et B' aussi, d'ailleurs, ce sont en fait les champs mesurés par des observateurs qui suivent le mouvement de la Terre. Alors, Poincaré se demande assez naturellement, peut-être, mais est-ce qu'il n'en serait pas de même, par hasard, pour ce paramètre T'? Ne serait-il pas, par hasard, le temps mesuré par des observateurs en mouvement? Réponse oui, de Poincaré, à condition de se rendre compte qu'on peut synchroniser les horloges par des moyens optiques. Donc les observateurs terrestres peuvent synchroniser les optogues en croisant des signaux optiques, synchroniser les horloges en croisant des signaux optiques. Et comme, d'après le principe de relativité, ils ne sont pas susceptibles de mettre en évidence leur mouvement par rapport à l'éther, qu'ils l'ignoreront toujours, ils ne peuvent faire autrement que de supposer de faire comme si, disons, la vitesse de la lumière était isotrope dans leur propre repère, ce qui est fondamentalement faux du point de vue de Poincaré, parce qu'en réalité, elle ne l'est pas, elle ne l'est que dans le repère de l'éther. Mais ils ne peuvent faire que comme si elle était isotrope.
Et donc, s'ils font comme ça, eh bien, ils font une erreur, en fait, de synchronisation, et cette erreur donne exactement le temps local. Alors, pour le voir, Poincaré ne donne pas la démonstration. D'ailleurs, c'est juste une phrase dans son mémoire. Là, il ne donne pas de démonstration. Là, c'est une pseudo-démonstration très rapide. C'est juste pour vous indiquer un peu comment ça marche. Donc, supposez que vous avez deux repères qui glissent l'un sur l'autre, ici, à une vitesse uniforme u. Et à l'instant origine, donc les deux repères coïncident, les origines coïncident, c'est vous lancez un flash lumineux. Et ce flash lumineux, au bout du temps t, bon, il arrive dans le premier repère à la distance x égale ct, mais d'après la convention de synchronisation de Poincaré, la vitesse apparente de la lumière dans le repère en mouvement est aussi égale à c, par conséquent on doit aussi avoir x' égale ct'. Par ailleurs, d'après la figure, il est assez clair qu'on a x' égale x moins ut. Tout ça, c'est au premier ordre. Hein. Et donc, on a t' égale t moins ux sur C2. On a retrouvé, justifié ainsi, on a donné une interprétation physique du temps local de Lorentz. Alors, cette idée de Poincaré, en fait, elle est vraiment singulière à cette époque-là. Personne, en fait, jusqu'à ma connaissance, jusqu'en 1904-1905, personne n'en prend... Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce mémoire de Poincaré, mais personne, en fait, ne retient la remarque de Poincaré. Et on continue, en fait, partout à utiliser les transformations de Lorentz, exactement comme Lorentz le faisait, avec cette notion compliquée d'état correspondant, etc., donc j'ai vaguement mentionné. Mais il n'y a pas cette interprétation que donne physique des transformations de Lorentz, que donne Poincaré, et qui pourtant simplifie grandement l'usage des transformations de Lorentz. Parce que vous comprenez que, à partir du moment que vous comprenez que les champs et les coordonnées qui sont obtenus par la transformation de Lorentz, ce sont les grandeurs mesurées par des observateurs en mouvement, il est évident que l'invariance des équations de Maxwell se traduit directement comme invariance des phénomènes observés. Donc il n'y a plus besoin de faire tous ces raisonnements compliqués que faisait Lorentz. Directement, on dit, ben voilà, si j'ai réussi à démontrer l'invariance des équations, j'en tire directement l'invariance des phénomènes. Très simple. Alors c'est une idée qui est tellement importante qu'il est naturel que l'historien cherche à savoir comment elle a pu germer dans le cerveau de Poincaré à cette époque-là. Alors ce qu'on sait, c'est que dans ses réflexions, il avait donné des réflexions antérieures dans un mémoire de 1898 sur la mesure du temps, et qui était un prolongement probablement de ces réflexions antérieures ou de réflexions contemporaines sur les fondements de la géométrie. Ça, c'est un sujet très, très à la mode. Donc il a une discussion conventionnaliste, si vous voulez, de la mesure du temps, dans divers contextes. Le contexte peut-être le plus important, c'est le contexte astronomique, mais il est aussi fait allusion à une procédure de synchronisation électrique des horloges, télégraphique des horloges, dont il était parfaitement conscient en tant que membre du bureau des longitudes à cette époque-là, car on se servait, à travers les réseaux télégraphiques, de câbles télégraphiques de l'époque, on se servait de cette méthode pour synchroniser les horloges à distance qui servaient aux mesures de longitude. C'est l'argument qui est développé dans l'ouvrage récent de Peter Gallison à ce sujet. Donc c'est l'un des contextes pertinents, il y en a d'autres, mais disons que Poincaré était bien placé, si vous voulez, pour avoir l'idée de regarder, de voir que ça avait à voir une synchronisation optique des horloges. C'était cet effet ici bizarre de violation de la simultanéité qu'on a dans l'introduction de ce temps local. Alors, je vous ai dit que Lorentz, bien qu'il ait évidemment lu un mémoire qui lui était adressé, et il l'a commenté d'ailleurs, il l'a répondu, donc on a les lettres de Lorentz à Poincaré, mais il n'a pas retenu donc, cet aspect que je viens de souligner de l'apport de Poincaré, c'est-à-dire cette nouvelle interprétation physique de transformation de Lorentz. Il a continué à faire comme avant, jusqu'en 1904. Sauf que il va quand même pouvoir répondre à une partie des critiques de Poincaré, celle qui concerne les fameux coups de pouce. Alors, il va en effet être capable, d'ailleurs il l'avait déjà fait plus ou moins en 1999, déjà sans que Poincaré le sût, mais il va donner les transformations de Lorentz pratiquement exactes, sauf, bon, il y a des petits termes, ce n'est pas des erreurs d'ailleurs de son point de vue, mais enfin il y a des différences par rapport au point de vue moderne pour les termes sources.
Et on ne sait pas les transformations de Lorentz tout à fait telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais en tout cas pour les transformations de coordonnées, d'ailleurs là il y avait longtemps qu'il les avait, pour le coup il les a exactes, là ici vous les avez ici. Et bon, et il les donne évidemment pour les champs aussi. Hein, donc, alors, donc, je souligne une nouvelle fois que pour lui, ces transformations concernent toujours des états fictifs, hein, qu'il appelle les états correspondants. Ce ne sont pas ça ne correspond pas comme le dit Poincaré, aux grandeurs mesurées par des observateurs en mouvement. Il ne pense pas ça à cette époque-là, encore. Et il faut préciser aussi que dans ces raisonnements, bon, bien qu'il ait cette symétrie au départ, hein, il n'obtient pas la relativité des phénomènes optiques exact. Il l'obtient seulement dans une approximation, qui est l'approximation dipolaire, en fait, pour préciser. Et puis par ailleurs, pour d'autres phénomènes que les phénomènes optiques, il pensait qu'il pouvait y avoir éventuellement des violations, enfin ce qu'on dirait aujourd'hui, il n'emploie pas cette terminologie, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui des violations du principe de relativité, c'est-à-dire qu'il attendait encore des effets du vent d'éther. Il y croyait, donc Poincaré en 1904, Lorentz en 1904, contrairement à Poincaré, ne croit pas encore à une validité générale du principe de relativité. Alors, Poincaré va avoir une réaction enthousiaste à ce mémoire de Poincaré, de Lorentz de 1904, je commence à me mélanger. Alors, ce que fait Poincaré en 1905 et 1906, il y a d'abord un article, un résumé dans les comptes rendus, puis après le célèbre article dans les mémoires de Palerme, du cercle mathématique de Palerme, de 1906. Et alors, en gros, voilà ce que fait Poincaré. Alors, d'abord, il va donner, lui, les transformations de Lorentz, c'est lui qui les appelle comme ça, et il va les donner de façon exacte et complète. Donc, il corrige les dernières petites erreurs, entre guillemets, qu'on pouvait trouver chez Lorentz. Il les obtient, il faut souligner, la manière dont il les obtient, c'est le groupe d'invariance, si vous voulez, des transformations, des équations, de Maxwell-Lorentz. Il affirme, sans dire pourquoi d'ailleurs, dans cet article-là, même si on peut le comprendre en lisant d'autres écrits antérieurs et ultérieurs, il affirme qu'à cette symétrie par le groupe de Lorentz correspond en fait vraiment le fait que le postulat de relativité est satisfait. C'est-à-dire l'invariance des phénomènes correspond à l'invariance des équations. Et c'est vrai à tel point que pour lui, si vous voulez, si le postulat de relativité est vrai, toute théorie doit satisfaire, et s'il est vrai de manière générale, toute théorie physique doit satisfaire à cette symétrie par le groupe de Lorentz, sous le groupe de Lorentz. Donc cette symétrie, il l'exige vraiment pour l'ensemble de la physique, y compris la gravitation d'ailleurs, puisqu'à la fin en fait, de son mémoire, il esquisse une manière de modifier la force de Newton pour qu'elle devienne compatible avec la symétrie de Lorentz. Alors tout cela, évidemment, nous rapproche énormément de la théorie de la relativité. Il y a plusieurs différences, mais une différence très importante, après, c'est qu'il continue, et ça on peut s'en rendre compte explicitement en regardant les écrits ultérieurs de Poincaré, s'il continue à juger, en fait, maintenir l'éther, il continue d'une certaine façon à le juger indispensable, et à considérer qu'il y a un temps vrai et des espaces vrais, qui sont ceux qui sont définis par rapport à l'éther, et que tout le reste n'est qu'apparence. C'est-à-dire que quand les temps transformés par le reste, c'est bien des temps mesurés, mais qui ont un statut ontologique différent de son point de vue. Ce n'est pas les temps vrais. Alors tout cela, ça a des répercussions, si vous voulez, parce que quand il discute des questions d'ordre qu'on jugerait, nous, cinématiques, ce n'est pas purement cinématique. Pour Poincaré, c'est un statut conceptuel qui est plus complexe. Et en plus, il se permet de faire intervenir, si vous voulez, le temps vrai dans des raisonnements où nous, on ne les ferait pas intervenir parce qu'on est dans un repère, justement, où ça n'a pas de sens de parler du temps lié à un autre repère, défini dans un autre repère. Donc, c'est le fait qu'il y a un temps vrai et privilégié à l'éther, ça affecte une partie de ces raisonnements. Ce n'est pas quelque chose de neutre et indifférent. Bon, j'en viens enfin à la contribution d'Albert Einstein. Il me reste un quart d'heure, c'est ça? Voilà, plus qu'il m'en faut.
Alors, bon, il est bien connu que Einstein a eu un intérêt précoce pour l'électrodynamique et il était bien placé pour en avoir un puisque son père et son oncle dirigeaient une petite, d'ailleurs pas si petite, entreprise d'électrotechnique, donc il était très au courant. On sait que Einstein, adolescent, croyait très fort en l'existence de l'éther, contrairement à ce qu'on raconte bien souvent, et qu'il spéculait même, si vous voulez, sur divers modèles de l'éther. On sait que vers l'âge de 20 ans, d'après une lettre qu'il écrivait à sa fiancée à cette époque-là, Mileva Maric, en 1899, on sait qu'il envisageait à cette époque-là une théorie similaire à celle de Lorentz, c'est-à-dire une théorie d'éther stationnaire avec des ions qui circulent librement à travers cet éther sans le perturber. Et il sait aussi qu'il projetait des expériences d'optique en mouvement, des corps en mouvement, pardon, pour mettre en évidence le vent d'éther. Bon, on sait aussi qu'il a lu des choses, en particulier qu'il était forcément, à cette époque-là, il a pris connaissance des diverses expériences, y compris l'expérience de Michelson-Morley, qui avait été effectuée dans ce domaine-là. Et alors, on ne peut pas dater très précisément, mais probablement peu de temps après 1901, on sait qu'il admet le principe de relativité. Et on sait non seulement qu'il admet une validité donc, exacte du principe de relativité, et on sait qu'il rejette l'éther. Alors ça, c'est une différence, si vous voulez, par rapport à Poincaré, parce que chez Poincaré, l'acception du principe de relativité n'est pas reliée au concept au rejet de l'éther. Ça l'est chez Einstein, et ça ne l'implique pas, disons. Et ça l'est tout à fait. Alors on peut se demander pourquoi cette différence. Je pense qu'on a une clé qui se trouve en fait au début de cette introduction que je vous ai montrée, là, le premier transport tout à l'heure. Si on lit ce paragraphe ici, on se rend compte que ce dont il est question, c'est d'un problème très simple, qui est le problème de l'induction électromagnétique, qui a lieu donc quand on a un mouvement relatif entre un aimant et une boucle conductrice. Alors, ce que vous dit Einstein, c'est que, on sait depuis Faraday que le courant induit ne dépend que du mouvement relatif. Il ne dépend pas du mouvement absolu du dispositif. Et malheureusement, dit Einstein, dans la théorie, ce qui se passe dans la théorie de Lorentz, en fait, de ce phénomène-là, on a deux explications du même phénomène, suivant que c'est l'aimant qui se meut par rapport à l'éther, ou que c'est la boucle conductrice qui se meut par rapport à l'éther. En effet, dans le premier cas, quand l'aimant se meut, on a dans la substance conductrice, on a un vrai champ électrique, et, alors que dans l'autre cas, on n'a que ce qu'on appelle un champ électromoteur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui s'interprète au niveau électronique comme une force de Lorentz agissant sur les électrons. Il n'y a pas de champ électrique. Alors, cette dissymétrie-là était inacceptable pour Einstein. Et on voit là, si vous voulez, l'expression en fait d'un principe épistémologique qu'Einstein va appliquer sa vie durant dans des circonstances diverses, qu'on pourrait appeler un principe d'univocité de la représentation, qui vous dit qu'on ne peut pas avoir plusieurs représentations théoriques différentes à l'intérieur d'une même théorie pour un même phénomène. Donc, il va essayer d'éliminer ce type d'asymétrie, si vous voulez, de redondance théorique de l'électrodynamique des corps en mouvement. Alors, et on a évidemment, dans une théorie de l'éther, on a vu le cas particulièrement, mais c'est facile de voir que dans une théorie de l'éther, et si le principe de relativité est vrai, comme l'éther est indétectable, si vous voulez, ça veut dire qu'on va avoir des explications différentes pour les phénomènes, suivant que le dispositif qu'on étudie est en repos par rapport à l'éther ou est en mouvement par rapport à l'éther. On va à chaque fois avoir des explications différentes. Donc il faut vraiment éliminer l'éther. Donc il se débarrasse complètement de l'éther. On n'a plus que des champs sans support. Et, alors, ça laisse plus de liberté théorique, disons, pour faire de l'électrodynamique des corps en mouvement. Si on a éliminé l'éther, alors en fait, la première idée apparemment qu'Einstein a eue à cette époque-là, enfin d'après ses réminiscences, c'est de voir une sorte de théorie de l'émission. Alors en fait, si on n'a plus de milieu de propagation,
il n'y a pas de vitesse caractéristique du milieu de propagation. Donc il est naturel d'imaginer que la vitesse de la lumière dépend de la vitesse de la source, comme elle était dans les vieilles théories corpusculaires newtoniennes de la lumière. Et à ce moment-là, en fait, c'est facile de voir que si la vitesse de la source s'ajoute exactement à la vitesse de la lumière lors de son émission, eh bien, on n'a plus de problème avec le principe de relativité. C'est-à-dire qu'on peut élaborer une théorie de l'électrodynamique, des corps en mouvement, de l'optique et corps en mouvement, où on n'a plus, qui est conforme au principe de relativité. Mais on est sorti, les équations de Maxwell ne sont plus valables à ce moment-là. On a une autre théorie qui est un peu différente et qui malheureusement présente un certain nombre de paradoxes dont Einstein est devenu conscient au bout d'un certain temps. Donc il a abandonné cette tentative. Et apparemment, il est resté dans le bleu pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'il était dans une situation paradoxale. Si vous voulez, la difficulté essentielle, telle qu'il la voyait, c'est que si on adopte le principe de relativité, cela implique, entre autres, que si vous faites des mesures de la vitesse de la lumière dans n'importe quel repère inertiel, vous devez trouver la même valeur. Mais ça semble contredire la théorie de Lorentz, le fait qu'il y ait une vitesse, ça contredit deux choses, le fait qu'il y ait une vitesse caractéristique de la lumière qui soit indépendante de la source, et puis le fait qu'on a la loi d'addition des vitesses de Galilée. Donc il y a un problème. Alors, comme on pouvait abandonner évidemment ce qu'il avait fait avec la théorie de l'émission, c'est-à-dire le fait que la vitesse de la lumière ne dépende pas de sa source, il avait déjà essayé, ça ne marchait pas. Donc que faire? Maintenant, il était bloqué, là, parce qu'il avait abandonné la loi des vitesses de Galilée, ce n'est pas quelque chose auquel on pense spontanément. En tout cas, à cette époque-là. Bon, mais quand même, il nous dit qu'il aurait... Non, la légende, enfin en tout cas sa réminiscence, veut qu'il aurait eu un éclair soudain, donc au printemps 1905, une conversation avec son ami Michel Bessot. Il aurait eu l'idée qu'en fait, l'invariance de la vitesse de la lumière, en tout cas, qui est impliquée par le principe de relativité, pouvait être obtenue à condition de redéfinir le concept de temps et la simultanéité, entre autres, en prenant comme convention, dès le départ, si vous voulez, la constance de la vitesse de la lumière. Alors, ça paraît très... Enfin, comme ça, c'est très simple, mais enfin, l'idée est pas du tout évidente à cette époque-là, certainement. Mais en tout cas, bon, Einstein apparemment a eu très tôt, très vite, à partir de là, l'idée donc de fonder la théorie sur deux principes, qui sont le principe de relativité et le principe de constance de la vitesse de la lumière dans un repère particulier. En combinant les deux, vous obtenez la constance de la vitesse de la lumière dans n'importe quel repère, et puis le fait que ça soit la même valeur aussi dans tous les repères, en comprenant les deux principes. Donc, et de ces deux principes, ensuite, bon, il obtient les déductions classiques de la théorie de la relativité restreinte, donc il obtient les transformations de Lorentz et les conséquences cinématiques diverses que j'ai décrites au début et toute la structure de l'article de 1905. Et cette magnifique structure déductive, avec une partie cinématique bien isolée, suivie d'applications ou d'autres théories. Alors, on peut se demander, en fait, ce mystérieux déclic lors de la conversation avec Bessot, d'où est-ce que ça peut venir? Alors, une hypothèse qui est faite, en fait, par le biographe allemand d'Einstein, la biographie récente d'Albrecht Völsing, c'est de dire que, eh bien, tout simplement, ils ont dû discuter l'article de Poincaré de 1900, à cette époque-là, et ce qui aurait permis à Einstein de se rendre compte, si vous voulez, de la pertinence de la synchronisation optique dans ce problème-là. Et puis après, bon, évidemment, il a un point de vue qui est différent de celui de Poincaré, mais quand même, si vous voulez, sur le plan heuristique, le fait de comprendre qu'on peut donner une signification physique au temps local de Lorentz, ça aide beaucoup dans les raisonnements. Alors, bon, ça c'est une hypothèse. Alors, tout ce qu'on sait seulement, c'est qu'il avait lu, Einstein, cet article un an plus tard, puisqu'il y fait référence dans un autre contexte. Est-ce qu'il l'avait lu avant? Ben, on ne sait pas, on n'en est pas sûr, c'est quand même probable. Mais même s'il l'avait lu, si vous voulez, ça ne signifie pas qu'il ait prêté attention au passage pertinent de Poincaré, puisqu'après tout, les autres lecteurs de ce mémoire, apparemment, n'avaient pas prêté vraiment attention jusqu'en 1904, justement. Alors là, en 1904, à partir de 1904, il y a plusieurs auteurs, en fait, qui voient qu'il y a un rapport entre la synchronisation optique et le temps local de Lorentz. Pas seulement Einstein et pas seulement Poincaré.
Alors, bon, enfin, toujours est-il que c'est peut-être une étape intermédiaire possible. Alors, bon, Peter Galisson, quant à lui, insiste beaucoup sur la familiarité qu'avait Einstein à cette époque-là avec le procédé de synchronisation électrique des horloges en tant que membre du bureau des brevets de Clerc, au bureau des brevets de Berne, puisqu'il examinait assez fréquemment des brevets qui portaient sur ce problème-là. Bon, on est quand même en Suisse avec toutes les horloges et le problème de synchronisation électrique, l'uniformisation du temps, si vous voulez, ce problème général, et les différentes techniques qui étaient employées pour faire ça. Alors, d'après lui, c'est un contexte pertinent. Bon. Alors, je crois qu'il est temps que je conclue. Alors, le point sur lequel je veux insister, d'abord, c'est le fait que, pour l'essentiel, de mon point de vue, en tout cas, la relativité est sortie des difficultés techniques de l'électrodynamique des corps en mouvement. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Alors, avec, évidemment, des éléments externes qui interviennent à travers l'optique des corps en mouvement, mais qui, après Maxwell, est devenu intégré dans l'électrodynamique des corps en mouvement. Et puis, éventuellement, un contexte plus large, technologique aussi, si vous voulez, dans les étapes finales. Alors, l'autre point important, c'est qu'on a affaire, certainement pas à l'invention d'un seul homme et en un seul instant. D'ailleurs, c'est pratiquement jamais le cas quand on regarde un peu de près n'importe quelle découverte scientifique, en tout cas surtout les découvertes théoriques, les inventions théoriques, comme Einstein préférait dire lui-même, plutôt que découverte. On a une construction graduelle et collective. Alors, dont les principaux acteurs, à n'en pas douter, sont Lorentz, Poincaré et Einstein, mais il y en aurait d'autres si on voulait faire une analyse plus fine, que je n'ai pas nommée dans cet exposé. Les étapes cruciales, alors c'est très schématique, mais une étape donc très importante, parce que c'est vraiment une rupture très importante par rapport à la tradition maxwellienne, c'est l'introduction de l'éther stationnaire, et qui nous rapproche, au moins de façon formelle, qui nous rapproche quand même pas mal de la relativité. Alors, il y a l'énoncé de la validité exacte du principe de relativité, ce pari, si vous voulez, sur une exactitude du principe de relativité de la part de Poincaré, dès la fin du siècle, 19e. Il y a une interprétation physique, qui n'est pas tout à fait celle qu'on donnerait aujourd'hui, mais quand même déjà une interprétation physique des transformations de Lorentz chez Poincaré. Il y a après, de la part d'Einstein, alors cette fois-ci, l'élimination complète de l'éther et l'idée vraiment de révolutionner les concepts d'espace et de temps, d'introduire une nouvelle cinématique. Ça, c'est l'étape, si vous voulez, que seul Einstein franchit, la dernière étape. Et cette idée, c'est une architecture conceptuelle très simple, une partie purement cinématique qui se débute de deux principes fondamentaux. Une chose qu'on ne trouve que chez Einstein. Chez Poincaré, il n'y a pas de second principe. Chez Poincaré, il n'y a pas besoin de second principe puisqu'il y a un milieu qui est l'éther, qui vous dit, et qu'on sait bien que la vitesse de propagation de la lumière, elle est bien définie dans l'éther. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de second principe. Et on ne raisonne pas comme ça. Si vous le faites, l'hypothèse de l'éther, elle intervient dans les raisonnements. Ainsi que le temps vrai qui est relié, etc. Bon. Alors, on a donc cette très belle simplicité logique. Alors, donc, j'ai un peu anticipé, mais si on compare maintenant les théories d'Einstein et de Poincaré, alors on constate qu'au moins dans le domaine de l'électrodynamique des corps en mouvement, qui est leur domaine primitif, si vous voulez, ces deux théories sont empiriquement équivalentes. Il est facile de le voir, parce que ça résulte du fait, si vous voulez, que l'éther de Poincaré est parfaitement indétectable, et donc il n'y a pas de différence, en fait, phénoménale entre les deux théories. Elles partagent toutes les deux le principe de relativité, le groupe de Lorentz et l'idée que cette invariance s'applique à toutes les lois de la physique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont partagées par les deux théories. Mais il n'en reste pas moins que seul Einstein a eu l'audace de redéfinir le temps et l'espace de façon radicale, et ce qui lui permet d'atteindre un édifice d'une plus grande simplicité logique, d'une plus grande pureté logique, même si ce n'était pas, du point de vue des contemporains, d'ailleurs, forcément le plus séduisant. Les théories de Lorentz et de Poincaré étaient des concurrentes valables pendant plusieurs années. Mais disons que rétrospectivement, on se rend bien compte, si vous voulez, qu'il y a une sorte d'économie conceptuelle dans la présentation d'Einstein qu'on ne trouve pas dans d'autres présentations. Alors peut-être la question la plus intéressante, plus que de comparer dans les détails, si vous voulez, les apports de Poincaré et d'Einstein à ce problème-là, qui sont tous les deux considérables, c'est d'essayer de comprendre
pourquoi est-ce Poincaré, pourquoi est-ce Einstein qui ont franchi les dernières étapes, si vous voulez, qui séparaient l'électrodynamique des corps en mouvement de la relativité telle que la connaissons aujourd'hui. Alors, parce qu'il faut savoir, en fait, je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'aurais dû, en tout cas, que ce problème-là était un problème banal de l'époque. C'est-à-dire que le nombre de publications qui touchent à l'électrodynamique des corps en mouvement dans les années, disons, 95-1905, donc les 10 années qui précèdent le mémoire d'Einstein, sont considérables. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à ces questions-là. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont présenté, si vous voulez, des aspects, qui ont anticipé certains aspects de la théorie de la relativité. Il y en a plusieurs. Beaucoup, c'est peut-être excessif, mais bon. Alors, donc, si vous voulez, et pourquoi sont ces autres acteurs n'ont pas franchi ces dernières étapes? Alors, on peut penser, enfin, à mon avis, peut-être une chose la plus importante, enfin, c'est une certaine distance critique. Là, je suis au domaine de la conjecture. Dans le domaine je finis par les conjectures, mais une distance critique de la part d'Einstein et de Poincaré, qui ne sont pas intégrés à cette époque-là dans le milieu des physiciens, vraiment, qui sont en dehors et sont donc des marginaux, si vous voulez, du point de vue de la physique institutionnalisée. Poincaré est d'abord mathématicien. Einstein, eh bien, comme vous savez, il travaille au bureau des brevets de Berne. Certes, il a eu une formation d'ingénieur physicien, mais il a peu de rapport, en fait, avec des physiciens, et si ce n'est par ses lectures, qui sont abondantes. Il ne faut pas s'imaginer Einstein sortant toute sa tête. Ça serait complètement faux. Et donc, on a des gens, si vous voulez, qui, au lieu de lire, comme beaucoup les lecteurs de Lorentz à cette époque-là, et qui essayaient de perfectionner la théorie de Lorentz, il a perfectionné de l'intérieur de la théorie. Il commençait par entrer vraiment dans le système de Lorentz. C'est ce que ne font pas Einstein et Poincaré. On a l'impression qu'ils ne prennent même pas le temps de lire cette théorie dans les détails. C'est-à-dire qu'ils la réinterprètent spontanément d'une manière qui leur convient. Et c'est ce travail de réinterprétation, si vous voulez, qui est fondamental dans les innovations qui apparaissent. Bon, alors après, on peut penser que ces innovations sont liées aussi au fait que Poincaré et Einstein sont des gens qui sont... mais là, ils sont peut-être moins originaux que dans ce domaine-là, sous cet aspect-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des intérêts multiples, qui sont, c'est le point sur lequel insiste beaucoup Peter Galisson, donc intérêts en physique, en philosophie, technique. Ça fait longtemps que les historiens des sciences insistent sur l'Einstein philosophe, mais bon, il y a une préoccupation vraiment d'Einstein et de Poincaré, bien sûr, pour l'analyse fondamentale des concepts. Il y a le fait qu'ils sont tous les deux intéressés à des questions techniques aussi. Quelle est la part d'importance de ça? On peut en discuter. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, comme je dis, que le contexte le plus important, c'est quand même, ça reste le contexte de l'électrodynamique des corps en mouvement. C'est des choses que les corps en mouvement, c'est ce que j'essaie de montrer aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier non plus, si vous voulez, qu'on est à une époque de la physique, de l'histoire de la physique, où les physiciens sont assez spontanément philosophes. On a, entre autres en Allemagne, parce que la physique a traversé plusieurs crises successives, et les gens, dans ces situations de crise, spontanément commencent à penser aux fondements. On a une situation générale, culturelle, qui est favorable à des réflexions sur les fondements. Mais donc, je retiendrai donc cette idée de distance critique, quand même, comme quelque chose, une suggestion, si vous voulez, pour cette singularité de Poincaré et d'Einstein. Voilà. Et je conclurai là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Pour remercier Olivier, nous aussi, et prendre quelques questions. Vous avez spéculé sur la possibilité qu'Einstein ait lu l'article de 1900 de Poincaré. Et qu'en est-il de la possibilité qu'il ait lu la note de 1905 qui est parue effectivement avant son article? Ouais, elle est nulle, pratiquement. Hein. C'est pas sérieux. Les arguments qui sont donnés à cet égard, je ne connais pas d'arguments sérieux qui résistent, si vous voulez, à une critique. Ce sont des pures spéculations. Là, il est peu probable qu'il ait lu, quand même. De toute façon, il n'y a rien qui permet de douter, si vous voulez, de l'honnêteté d'Einstein en général. Enfin, ce qu'il dit... c'est sûr qu'il ne citait pas très abondamment ses sources et qu'il aurait pu en citer davantage, probablement. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute son honnêteté fondamentale. En tout cas, il faudrait vraiment donner des arguments très forts et je pense qu'on n'en a jamais donné pour pouvoir le faire.
Moi, je suis une admiratrice inconditionnelle de Einstein et de Poincaré, à commencer par son œuvre mathématique. Et donc, toujours un peu dans ce débat, il y a tout de même une question, parce que si j'ai bien compris, après la naissance de la relativité d'Einstein, la relativité restreinte, Poincaré, qui a encore vécu quelques années, Oui. ne s'est plus intéressé à ces sujets, ou je me trompe Bon, il avait peu de temps et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu aucune mention du travail, ou alors il faut chercher entre les lignes, du travail d'Einstein. Alors est-ce qu'il a pris connaissance, Bon, on ne sait rien. Enfin, c'est très peu de choses, c'est très peu documenté, donc on ne peut pas dire grand-chose. Si vous voulez, bien sûr, il y a toujours des gens qui spéculent là aussi sur ce qui a pu se passer, sur les raisons du silence d'Einstein. À Poincaré, bien sûr, il a publié plusieurs articles, tous des variantes d'ailleurs du même, en général sur la mécanique nouvelle. Donc, le point de départ, c'est les leçons qu'il a faites à la Sorbonne en 1906, où il reprend un peu les mêmes arguments, de façon plutôt moins détaillée dans les articles ultérieurs. Et justement, on voit bien, si vous voulez, à quel point, dans ces articles-là, son point de vue reste différent de celui d'Einstein. Qu'il ait ou pas eu connaissance du point de vue d'Einstein, mais il en a probablement eu connaissance. C'est presque impossible qu'il n'ait pas lu, mais il continue à maintenir un point de vue qui est différent, qui est structurellement différent, il n'y a pas de doute. Ce qui m'intéresse, c'est le fameux déclic que vous avez rappelé. Parce que quand même, dire que la célérité, en fait, on l'appelle ça vitesse de la lumière, mais enfin dans le vide, parce qu'évidemment, dans un milieu d'indices différents, c'est pas la même chose. Enfin, donc, cette célérité qu'Einstein a considérée comme absolue, qui est le fameux déclic qui a tout sorti par rapport aux autres, est-ce qu'il l'a tiré de Maxwell? Parce qu'en fait, 1 sur racine de epsilon mu donne la célérité aussi. Est-ce qu'on peut faire Pour lui, un rapprochement de ça? C'est le résidu, c'est ce qu'il garde, si vous voulez, fondamentalement de l'ancien point de vue de l'éther, c'est l'idée d'une vitesse caractéristique. Il en extrait ça. Il n'y a plus d'éther, mais il reste l'idée d'une vitesse qui est de la lumière, donc qui est définie de façon intrinsèque et indépendante de la source. Et c'est évidemment quelque chose qui est très naturel dans une théorie où on a un milieu de propagation. Mais quand on n'a plus de milieu de propagation, ce qui devient plus naturel, en tout cas du point de vue d'un physicien classique, c'est la théorie de l'émission. Et c'est pour ça qu'Einstein a eu l'idée d'être passé par la théorie de l'émission. Sinon, on est très embarrassé. Et donc, effectivement, il y a une façon de sortir du paradoxe, c'est celle que prend Einstein, c'est-à-dire de redéfinir le concept de temps de façon adéquate, justement, pour qu'on n'ait plus de contradiction entre le principe de relativité et la constance de la vitesse de la lumière. Bon, mais cette constance de la lumière, vous avez raison de le souligner. Enfin, c'est ce que garde, d'une certaine façon, une des choses que garde Einstein de la théorie de Lorentz. Il ne garde pas son éther, mais il garde le fait que la vitesse de la lumière ne dépend pas de la source. Et ça, c'est une... Ouais. Mais est-ce qu'il a donné une interprétation physique à ça? Parce qu'en fait, quand on sort du système de Galilée, c'est quand même, il faut être gonflé quand même pour le faire. C'est un postulat. Il y a un postulat, mais il n'y a pas d'interprétation. Bah non, un postulat, c'est un postulat. Vous ne cherchez pas à le justifier par autre chose. Mais si ce n'est d'une manière historique, si vous voulez... Mais il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question. Non, mais sur ce point-là, je peux faire une remarque. Il est clair qu'on peut déduire, c'est bien connu, enfin Jean-Marc Lévy-Leblanc a fait beaucoup de... Je pense qu'il a dû en parler ici d'ailleurs, ou il va en parler. Non, il en a parlé. Et qu'on peut effectivement déduire, disons, tout le groupe de Lorentz seulement à partir du principe de relativité, que de son point de vue-là, la démarche d'Einstein peut paraître un archaïsme. Bon, il y a quand même une nuance à introduire, c'est que même quand on emploie le point de vue théorie des groupes et principe de relativité, sans second principe, il faut quand même introduire le fait qu'il y a une vitesse limite de propagation des interactions. Il faut pouvoir exclure le cas particulier du groupe de Galilée, si on veut tomber sur la relativité. Sinon, un physicien classique il aurait dit oui d'accord, vous avez ce groupe bizarre, mais on sait bien que la bonne solution c'est le cas particulier du groupe de Galilée. Donc il faut quand même, si vous voulez, quelque chose qui tient encore le lieu du second principe, qui vous permet d'exclure le groupe de Galilée. Excusez-moi. Je crois que j'ai peut-être mal entendu, vous êtes peut-être allé un peu vite. Oui. Vous avez dit à un moment donné qu'au début Einstein croyait dur comme fer à l'existence de l'éther, jusqu'en 1899. Oui. Et il me semble qu'après, vous avez précisé que pratiquement 2 ans après, en 1901, déjà, il remettait sérieusement en doute cette existence. Oui. Par contre, vous n'avez pas du tout expliqué qu'est-ce qui, en 2 ans, avait pu faire un tel changement dans son état d'esprit. Oui, alors,
Bon, je pense que là, effectivement, bon, d'abord, on ne le sait pas exactement. Hein. Moi, je peux vous dire seulement, on peut spéculer, c'est tout. Là. Ce qu'on sait, c'est que bon, Einstein a pris connaissance dans ces années-là d'une quantité d'expériences, justement, d'expériences négatives, disons, de tentatives de détecter le vent d'éther. Donc, la plupart des expériences de l'époque, en fait, il les connaissait. Alors, et puis, bon, il y a peut-être aussi bon, il le dit lui-même, il insiste beaucoup sur cette espèce de réflexion épistémologique, sur ce problème d'élimination des dissymétries, de certaines dissymétries dans la théorie et dans le cas particulier. Dans ces réminiscences, il donne un poids considérable à cet argument sur l'induction électromagnétique. Alors, ça paraît un argument extrêmement banal et puis surtout qui est un peu presque obsolète, si vous voulez, parce que c'est un argument qu'on aurait pu faire, on peut penser qu'on pourrait pu le faire, en tout cas, dans un état bien antérieur de la théorie. Ce n'est pas une nouveauté. La découverte de l'induction électromagnétique, ce n'est pas un nouveau phénomène. À l'époque, c'est quelque chose de très ancien. Ça date de 1931, hein, de 1821. Et donc, ça peut penser bizarre qu'il fasse référence à ça, mais je crois qu'il y a là une réalité. C'est-à-dire que pour lui, il y a un tournant peut-être aussi dans sa réflexion épistémologique, une maturation dans sa réflexion épistémologique, en même temps qu'il y a le fait, si vous voulez, une sorte d'induction à partir des échecs successifs, si vous voulez, de ces expériences. Il y a un moment, il se dit, bon, ben, finalement, peut-être qu'on n'arrivera jamais à le détecter, ce vent d'éther. Donc, il arrive. Alors, ce que l'on sait d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas le seul à cette époque-là. Alors, si vous voulez, ça peut donner. C'est toujours intéressant de comparer ce qui se passe pour d'autres acteurs contemporains. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui proposent d'abandonner le concept d'éther à cette époque-là. Et aussi, il y a d'autres personnes, autres que Poincaré et Einstein, qui proposent d'adopter une validité stricte du principe de relativité. C'est dans l'air, ça commence à venir à cette époque-là. Parce qu'il y a une sorte d'effet d'accumulation, de réflexion sur les fondements, etc. Il y a différents facteurs qui s'accumulent et qui font qu'on commence à en venir, si vous voulez, ce qui aurait été des extrémités, disons, pour les physiciens du 19e, les physiciens antérieurs, une dizaine d'années antérieures. Merci. Bonsoir. Si j'ai bien compris en étudiant un peu ces questions-là aussi, il semble qu'il y a quand même des faits expérimentaux du fait que la vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse de l'émetteur. Actuellement, on parle des étoiles doubles qui n'ont pas le même effet Doppler. Si on n'analyserait pas le même effet Doppler si la vitesse dépendait de la vitesse de l'émetteur, si je ne me trompe pas. Et même l'aberration de la lumière des étoiles, les étoiles ont des vitesses également certainement radiales. Donc la vitesse de la lumière, l'aberration ne serait pas la même si elle venait de certaines étoiles ayant une grande vitesse radiale par rapport à la Terre. Est-ce que ces résultats expérimentaux... Ce qu'on sait, mais le problème, c'est juste les réminiscences d'Einstein. Il nous dit quelques arguments pour lesquels il a abandonné la théorie de l'émission. Il n'y a pas d'arguments d'ordre empirique. Ce sont des paradoxes. Le fait que la lumière, par exemple, peut faire un retour spontané parce que les plans d'ondes successifs se propagent à des vitesses différentes qui dépendent de la source. Si on a une source qui est accélérée, par exemple, et ça donne des phénomènes très bizarres. Les ondes peuvent faire demi-tour, des choses comme ça. Il y a des paradoxes dans ce genre-là. Et il y en a d'autres, il y a plein d'autres paradoxes en fait, plein d'autres, il y en a 2 ou 3 ou 4 qu'il a pu citer comme ça, mais pas tellement, je pense, l'aspect expérimental des choses. L'aberration, il faut quand même rappeler que si on a introduit l'éther, c'est à cause de l'aberration. L'aberration montre, au premier ordre, que la vitesse de la lumière est indépendante de la source astronomique. Ça, au premier ordre. Et non pas de sa vitesse radiale, ce qui est un effet de second ordre. C'est pour ça qu'on a introduit l'éther. Donc à partir du moment où on jette l'éther, il faut bien avoir une autre manière de faire. Ça, c'est le difficile. Mais le premier point, n'est-ce pas, sur lequel s'appuient toutes les théories de la lumière, depuis Bradley jusqu'à Einstein après, l'indépendance de la vitesse de la lumière par rapport à la source, c'est l'aberration. C'est l'aberration. La deuxième, ça sera Michelson. Mais c'est vrai que ça reste. Oui, ça fait partie des actifs. Oui. Pourquoi Einstein a voulu prendre l'invariance de la vitesse de la lumière comme postulat, comme principe, sans l'appuyer sur les résultats de l'expérience de Michelson et Morley,
Parce que pour un physicien, quand même, l'expérience, c'est important. Alors, il a dit qu'il n'en avait pas connaissance. Ça, c'est difficilement croyable. Non, ça, Il c'est une légende. Mais il l'a dit quand même. Bon, ça, oui, c'est invraisemblable. Einstein s'est contredit plusieurs fois dans ses réminiscences, si vous voulez. Il faut. Mais qu'il en ait eu connaissance, c'est certain, parce qu'il a lu l'article de. Bon, d'abord, il avait lu le Versuch de Lorentz, où elle est amplement discutée avec la contraction de Lorentz et tout. Ça, on sait explicitement qu'il l'a lu. Et c'est le Versuch de 1895. Il avait lu un article de Wien de 1898 qui résumait toutes les expériences de l'époque, et de façon très détaillée, en fait, y compris l'expérience de Michelson-Morley sur les effets de vent d'éther. Donc, il était au courant, à n'en pas douter, de l'expérience de Michelson-Morley. D'ailleurs, il l'a reconnu plusieurs fois. Hein, donc, mais ce qu'il a plutôt dit, c'est que on se méprend souvent, il y a les nuances, c'est que pour lui, ça n'avait pas joué un rôle central et capital dans sa réflexion. Parce que ce qui est vrai pour lui, c'est que je pense que l'expérience de Michelson-Morley, elle a joué un rôle parmi tant d'autres expériences sur le vent d'éther vers le principe de relativité, c'est-à-dire pour voir qu'il n'y avait pas d'effet de vent d'éther, y compris au second ordre. Mais de là en tirer, comme on le fait dans certaines reconstructions empiristes, si vous voulez, de la relativité, de là en tirer des liens directs avec tel ou tel principe ou tel élément de la déduction d'Einstein, enfin, dans l'article 1905, ça c'est tout à fait arbitraire et qu'en fait il est peu probable qu'Einstein, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, ait procédé de cette manière-là, d'après tout ce qu'on sait. Question. Oui, il a été évoqué à maintes reprises l'indépendance de la lumière, de la vitesse de la lumière par rapport à la source, mais n'est-elle pas aussi indépendante par rapport au récepteur? Ah ben ça, effectivement, c'est une question que s'est posée justement un contemporain d'Einstein qui est Bucherer, et il a donné une théorie qui est une théorie où la vitesse dépend du récepteur et non pas de l'émetteur. Donc c'est symétrique de la théorie de l'émission. Et c'est une théorie d'ailleurs qui a beaucoup de ressemblances avec une théorie d'émission, une source de dualité, si vous voulez, entre les deux. Et c'est une idée effectivement qui est apparue. Et c'était quelqu'un qui croyait fermement, Bucherer, justement, une validité exacte du principe de relativité. Donc pour la même raison qu'Einstein, il a exploré une théorie, vous savez, qui était un peu semblable à la théorie de l'émission, mais qui était une théorie de l'absorbeur, si vous voulez. Mais la théorie de l'émission, elle dépend à la fois de la source et de l'observateur. Hein. Là, je ne suis pas d'accord. La théorie de l'émission, c'est les deux. C'est les deux. C'est une théorie relativiste avant l'éther. Ça, alors là, dès la fin du 18e, bah, écoute, ça, j'en suis sûr. On ne peut pas dire ça. Non, mais je parle de la théorie de l'émission, moi, attends, au sens de Ritz, hein, pas... Ah, okay. Non, je crois je pense que vous pensez la même chose aussi au sens de Ritz. Enfin, une théorie ondulatoire de l'émission, c'est ça que vous voulez dire. La théorie de l'émission, c'est la théorie newtonienne. Non. Moi, je parle de la théorie de l'émission au sens d'Einstein. Je pense que c'est ce que vous... Et de Ritz, c'est ça que... D'accord, qu'on soit bien d'accord. Est-ce qu'il est possible que l'interprétation de l'effet photoélectrique par Einstein ait joué un rôle dans le fait qu'il rejette le concept d'éther? Puisque oui. forcément, ça signifie que la lumière n'est pas autant une onde qu'on pourrait le croire dans cette théorie. C'est tout à fait possible. Et il y a plusieurs historiens qui ont remarqué qu'il y a une certaine cohérence, une unité même, on peut dire, entre les diverses mémoires d'Einstein de 1905. Et l'une de ces cohérences, c'est le fait il y a aussi bien dans le cadre de la relativité restreinte que dans le cadre de la théorie des quanta lumineux, il y a une critique, si vous voulez, d'une validité exacte de l'électrodynamique. Et l'idée, en fait, d'avoir la possibilité de formuler la relativité restreinte d'une façon qui soit, donc on ait les principes de base et toute une partie cinématique qui soit indépendante des détails de la théorie de Lorentz, est fondamentale pour Einstein, probablement. Et d'ailleurs, il y a des allusions, si vous voulez, d'un article à l'autre. Dans l'article sur les quanta lumineux, il démontre, par exemple, dans l'article sur la relativité, il démontre des propriétés de transformation pour ce qu'il appelle un Licht complexe, qui sont, en fait, on a l'impression qu'il a bien en tête de montrer, si vous voulez, que le E sur nu a les propriétés qu'il faut pour un quantum lumineux. Donc, je pense qu'il est clair qu'il y a des rapports entre les deux, que Einstein certainement avait une vision d'ensemble de la physique de cette époque, que les critiques qui formulent des différents aspects de la physique ne sont pas indépendantes les unes des autres. Vous avez tout à fait raison. Poincaré, la constante d'action, le H apparaît. Parce que Poincaré a présenté dans le livre sur la il présente la formulation moderne de la relativité où on traite avec des intégrales d'action. Donc le H était dedans aussi. Donc le traitement de Poincaré de ce côté-là est quand même plus élégant. On a une dernière question ici.
Est-ce qu'on peut penser, enfin c'est une idée comme ça, est-ce qu'on peut penser que l'espace-temps va prendre la place un peu de cet éther luminifère ou de cet éther gravitationnel sur le plan fonctionnel comme un milieu invisible qui charge toutes les ondulations, tout c'est ça? ce qu'on dit de la relativité générale, qu'on a un retour à un certain concept d'éther, et c'est ce qu'Einstein a dit lui-même ultérieurement, c'est que l'éther est revenu sous une autre forme. Et d'ailleurs, il y a aussi Dirac qui avait un concept d'éther de Dirac, etc. Mais enfin, ça, c'est l'histoire ultérieure du sujet. Mais Einstein était en fait tout à fait... aurait été d'accord avec vous là-dessus. On va à nouveau remercier Olivier et